Si dans les années 60, la Thaïlande présentait les mêmes similitudes que la plupart des pays africains actuels, avec des femmes ayant en moyenne 6 enfants, l'indice synthétique de fécondité a chuté à 2 enfants en moyenne dans les années 90. De l'avis de certains observateurs, les investissements dans la planification familiale volontaire ont permis d'arriver à ce résultat. Aujourd'hui, avec un taux d'utilisation de la contraception estimé à environ 80%, le nombre moyen d'enfants par femme y est évalué à 1,5. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Angle de vue. Nous ne parlerons pas de planning familial, encore moins de la Thaïlande, mais nous parlerons plutôt d'un pan du sommet de l'Union africaine, à savoir le dividende démographique. S'inspirer donc des tigres asiatiques pour amorcer le développement, c'est le vœu des dirigeants africains, bien que ce soit inscrit à l'agenda 2063 de l'Union. Eh bien, le thème a été agité au sommet d'Addis Abeba. Croissance économique, l'Afrique face aux défis du dividende démographique, c'est le plat de résistance de cette émission. Pour en parler, je reçois pour vous Cyprien Koboudé. Vous êtes consultant en communication, promoteur du magazine Afrique Union. Bonjour et merci d'être là. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. En face de vous, c'est Claire Stéphane Sacrabeto. On ne la présente plus, les journalistes ici à Sika TV, mais elle s'intéresse beaucoup plus aux questions de la femme, de l'enfant et de la santé. Claire Stéphane Sacrabeto, merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. On retrouve donc la virgule pour amorcer le débat. 70% de la population d'Afrique ayant moins de 30 ans, cela est une grande chance à condition que nous puissions investir dans l'éducation, la santé, l'énergie, l'agro-industrie, reconnaît Alpha Condé lors du sommet de l'Union africaine tenu les 2 et 4 juillet à Addis Abeba. Claire Stéphane Sacrabeto, cet aveu du président Alpha Condé pour signifier un tant soit peu le dividende démographique, ça vous dit quoi? Ben, c'est bien, c'est heureux de voir que nos dirigeants africains mettent vraiment les problèmes de la jeunesse au cœur des réflexions. Cela n'arrive pas souvent, ou plutôt on ne voit pas souvent de ces initiatives-là portées aussi haut, donc au sommet de l'Union africaine. D'accord, dividende démographique, mais je me demande si c'est vraiment une urgence. Hein, d'accord. On va en arriver tout à l'heure. Cyprien Koboudé, les dirigeants africains qui reconnaissent aujourd'hui la place de la jeunesse, ils pensent qu'il faut investir dans l'éducation, la santé, l'énergie, l'agro-industrie. Donc autant de paramètres pour accompagner cette jeunesse, pour amorcer le développement du continent africain. Et cela vient donc au sommet de l'Union africaine. Dividende démographique, qu'est-ce que vous y comprenez, vous? Dividende démographique en français facile, selon moi, c'est moins de naissances chaque année dans un pays pour permettre à ce que la classe active, la classe en âge de travailler puisse être renforcée, puisse être beaucoup plus au travail, qu'on s'occupe beaucoup plus de cette classe qui a la force et qui est en âge de travailler. Tout simplement, donc, réduire et sensibiliser les populations à faire moins d'enfants pour permettre à ceux qui sont déjà nés et qui sont là de travailler. En termes clairs. En termes clairs, en français facile, c'est ce que ça veut dire. Mais puisque, à l'entame, je disais tout à l'heure que c'est prévu à l'agenda 2063 de l'Union africaine, pourquoi, selon vous, aujourd'hui, les dirigeants africains en parlent déjà? Parce qu'on a encore une échéance 46 ans devant. Vous savez, excusez-moi, mais l'Afrique souffre de ses dirigeants. L'Afrique souffre de ses dirigeants parce que très souvent, ils se mettent dans des concepts qui ne sont pas nécessairement, qui ne reflètent pas les réalités ou qui ne résout pas les vrais problèmes de l'Afrique. Là où l'Afrique est aujourd'hui, je pense que pendant que la jeunesse africaine a besoin d'une formation de qualité, la jeunesse africaine a besoin des infrastructures dans le domaine, que ce soit des routes, que ce soit de la technologie, que ce soit de l'énergie, je pense que le plus pressant ne devrait pas être une sensibilisation à la réduction de fécondité. Parce que, avant de penser même à la fécondité, c'est qu'il faut travailler.
c'est qu'il faut travailler. Quelqu'un qui n'a pas travaillé, quelqu'un qui ne trouve pas à manger, vous n'allez pas commencer par lui parler de, ben écoute, au lieu de faire 5 enfants, il faut faire 2 enfants. Je crois que ça fait partie donc des mécanismes pour atteindre ce dividende démographique que Stéphane Sacramento. Vous estimez tout à l'heure que ce n'est pas l'urgence pour vous. C'est quoi aujourd'hui l'urgence pour la jeunesse africaine et que les dirigeants africains devaient prendre en compte au cours de leur rencontre? La jeunesse africaine a des problèmes beaucoup plus croustillants aujourd'hui. La jeunesse africaine est en perte libre, c'est-à-dire n'a plus de modèle. Ça, c'est des problèmes que la jeunesse a. La jeunesse aujourd'hui est en manque de respect, c'est-à-dire les dirigeants n'ont pas de respect pour cette jeunesse-là. Et je veux prendre pour exemple Alpha Condé lui-même, président de la Guinée équatoriale, et qui est Conakry, et qui est président de l'Union africaine. Et qui n'a aucun respect pour la jeunesse, parce qu'on l'a suivi récemment s'adresser à ses étudiants, c'est-à-dire aux étudiants de la Guinée, et donc je suppose à la jeunesse africaine, parce qu'on se reconnaît à travers la jeunesse guinéenne, qui en les confondant à des cabris. Parce que le président aurait promis des tablettes pour chaque étudiant et a décidé de ne plus en donner. Alors, chose promise, chose due. Les étudiants qui ont réclamé, donc c'est vrai que c'est une promesse, mais voilà. Pourquoi ne pas quand même permettre de donner donc du temps au chef de l'État pour pouvoir donc donner à chacun sa tablette plutôt que d'insister, réclamer. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu arrogant aussi de la part de cette jeunesse-là? Moi, je ne parlerai pas d'arrogance, c'est juste une réclamation, d'accord? Mais étant chef de famille et chef de la nation, d'accord? Et chef de l'Afrique, je vais le dire, puisqu'il est président de l'Union africaine également, il faut de la tempérance. Que le président, à ces différentes étapes, c'est-à-dire à ces différentes échelles, se donne en spectacle et un jury devant les médias, devant le monde entier, des étudiants mal polis, mal éduqués, cabris, my God, je crois qu'il n'y a pas de respect pour la jeunesse. Donc ça, c'est des problèmes. Je parle de cette jeunesse africaine qui a des problèmes d'emploi. Je parle de cette jeunesse qui est confrontée à l'immigration. Parce que dans les pays d'origine, il n'y a pas de quoi prospérer. Je parle de cette jeunesse-là qui a des problèmes de subvention de projets. Et pourtant, cette jeunesse a des atouts, a des capacités, d'accord, de produire des projets viables, des projets vraiment innovants, mais qui ne sont pas accompagnés par nos dirigeants. Voilà les problèmes actuels que la jeunesse africaine a. Donc vous ne pensez pas qu'il faut réduire les naissances? Réduire les naissances, c'est-à-dire, c'est comme si vous voulez régler un problème, mais vous passez par le haut. Quand je parle, par exemple, planification familiale, le dividende démographique, c'est un peu la planification familiale avancée. Je vais vous donner un exemple. Oui. J'ai discuté avec le directeur du centre médical de Saint-Joseph de Sotchankwe, qui est un village lacustre au Bénin, au sud du Bénin, et qui m'a dit, parlant justement de dividende démographique et de planification familiale, qui m'a dit, mais madame, dans le centre médical, nous ne disposons même pas d'une barque motorisée pour les urgences sanitaires, pour référer les malades. Nous ne pouvons même pas. Et les malades meurent parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour les transporter dans des hôpitaux beaucoup plus pourvus en matériel, pour les sauver, et ils meurent. D'accord? Dans le même temps, les organisations internationales, les ONG, apportent sur ce même lac des barques motorisées, climatisées, pour sensibiliser à la planification familiale et pour inviter ces populations à venir donc adopter des méthodes contraceptives. Vous pensez qu'il faut prendre en compte les choses culturelles? Les besoins fondamentaux de ces populations ne sont même pas pris en compte. Et on leur demande. Les gens meurent de soins simples, de paludisme, et on leur demande de venir. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas rater des étapes. Il faut refonder. Il faut refonder le débat et voir, il faut d'abord que les besoins fondamentaux commencent à être réglés, à être donc solutionnés, et on verra. Voilà autant de problèmes aujourd'hui auxquels la jeunesse africaine est confrontée. Cyprien Koboudé, vous êtes effectivement jeune, vous êtes également le promoteur du magazine Afrique Union, vous parcourez la plupart de ces États africains. Cette jeunesse que vous rencontrez, quels sont ces problèmes aujourd'hui? Vous savez, les problèmes de la jeunesse africaine sont les mêmes d'un pays à un autre. C'est les problèmes d'abord de formation, de la qualité de la formation. Mais ça relève de qui?
Bien sûr, de nos dirigeants. Mais écoutez, le système éducatif qui le met en place. Le système éducatif est mis en place par les dirigeants, par le gouvernement, par les gouvernements des pays africains. Les problèmes de la jeunesse africaine aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la création d'un environnement qui favorise l'auto-emploi. Parce que nous savons très bien que l'État ne peut plus absorber tous ceux qui sortent de nos universités ou de nos centres de formation. Et donc, il faut encourager l'auto-emploi. Mais quand les conditions ne sont pas créées, comment voulez-vous que ça se passe? Aujourd'hui... Mais est-ce que vous pensez que la jeunesse veut vraiment s'auto-employer? Écoutez, ne pas reconnaître que la jeunesse africaine est active et battante est une insulte à cette jeunesse-là. Il suffit de voir. C'est vrai, écoutez... Elle est beaucoup plus incline à la marche, hein? Non, justement. Soutient les mouvements politiques. Non, mais les mouvements politiques, justement, il faut qu'on vous explique. Ces jeunes-là qui marchent, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Ah bon? Parce qu'on crée des conditions pour les mettre dans des dispositions qui permettent de les manipuler. Est-ce que, c'est vrai, vous indiquez tout à l'heure, le système éducatif, les politiques éducatives sont élaborées par les gouvernants, mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que les formations que ces jeunes reçoivent les obligent beaucoup plus à aller vers l'administration plutôt que de se tourner vers les entreprises? Justement, ce n'est pas les jeunes qui font ces plans de formation, ce sont les gouvernants. Donc, je reviens encore pour dire que le problème de la jeunesse africaine est d'abord ses dirigeants, la qualité de ses dirigeants. Parce que quand vous n'avez pas de bons dirigeants, justement, vous n'aurez qu'à avoir des solutions, des programmes qui ne résolvent pas vos problèmes. Aujourd'hui, vous voyez, si vous vous souvenez, dans les années 90-92, on nous a parlé du PASS, du programme d'ajustement structurel. Ouais. C'était une incantation. Et les dirigeants, il y a même des dirigeants qui ne savent même pas de quoi il était question. C'est la même chose qui se passe avec le dividende démographique aujourd'hui. Ils en parlent. Vous voulez qu'on veut berner la population? Non, parce que justement, ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Quand vous prenez la jeunesse burkinabé, quand vous prenez la jeunesse ivoirienne, ce qui l'importe, ce n'est pas le fait qu'il diminue. D'ailleurs, la jeunesse africaine aujourd'hui a tellement pris conscience avec ses problèmes que ce n'est plus faire d'enfants qui est son problème. Ce sont les parents aujourd'hui qui mettent la pression, qui font la pression sur les jeunes pour dire et l'âge que tu as maintenant, il est temps que tu aies fait d'enfants. Donc ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est créer les conditions. On ne leur demande même pas de l'argent. Vous savez, moi je suis dans le privé. Je suis dans le privé, je rencontre beaucoup de jeunes comme moi qui se battent. Et très sérieusement, la question qui se pose, c'est la question du financement. Quand vous allez dans les banques, surtout dans nos pays francophones, excusez-moi, mais non, pas des banques d'investissement. Non, pas des banques qui ont la culture du risque pour accompagner les entrepreneurs. Ben, dans ces conditions, vous voulez quoi? Si tu as beau avoir de très bons projets, de très bonnes idées, mais quand tu n'as pas l'accompagnement, ça ne peut pas aboutir. Et les programmes d'emploi de jeunes qu'on a dans nos pays sont conçus de telle sorte qu'on puisse en faire des éléments de propagande politique. Ah oui? Exactement. Bien sûr. Stéphane Sacrabeto, comment bénéficier du dividende démographique? Comment bénéficier du dividende démographique? C'est déjà de commencer à solutionner les problèmes d'aujourd'hui. je reviens toujours là-dessus parce que pour moi, il n'y a pas d'étape à sauter pour en arriver sur une échelle mal bâtie. Parce que si vous montez rapidement sur une échelle mal bâtie, votre chute risque d'être catastrophique. Hein, pour moi, j'aimerais revenir rapidement sur vos propos de tout à l'heure. Vous disiez une jeunesse marcheuse. Oui. Dans la plupart du temps, on les retrouve dans la rue. Mais qu'est-ce qui crée ce problème? C'est l'oisiveté. Ah bon? Ben oui, à mon avis, c'est l'oisiveté. Puisque ces jeunes n'ont rien à faire. Nous avons un système éducatif qui ne prépare pas à l'auto-emploi. Mais nous voyons très bien la volonté de la jeunesse. Puisque vous voyez à tous les coins de rue aujourd'hui, puisque c'est difficile pour les jeunes d'avoir du travail, l'administration ne peut pas vraiment employer tous les jeunes qui sortent, qui finissent leur formation. Chacun veut avoir kiosque par-ci, une petite boutique de ci, cabine téléphonique. Vous voyez, la plupart, c'est des étudiants. C'est des étudiants qui viennent fraîchement de finir les études parce qu'ils ont une volonté de faire quelque chose quand même. On voit quand même cette volonté-là. Mais parce que notre système éducatif ne nous permet pas de nous prendre... Regarde,
c'est typiquement littéraire, ce que nous apprenons dans nos écoles, dans nos universités. Rien n'est pratique. Rien n'est pratique. Même les laboratoires d'analyse n'ont rien de technique pour permettre donc à ces étudiants d'y arriver. Mais aujourd'hui, puisque... il y a même déjà d'équipements. Non, nous avons ce problème-là. Aujourd'hui, le concept est là. On n'oriente pas déjà le concept est là aujourd'hui qu'il faut aller donc aux dividendes démographiques. Comment pensez-vous qu'on peut véritablement soutenir cela en Afrique? Parce qu'il faut quand même démarrer un jour. Non, une chose est sûre, oui. C'est-à-dire le thème en lui-même n'est pas si négatif, d'accord? Parce que l'objectif est heureux. L'objectif, la finalité, c'est qu'il y ait de la prospérité. L'objectif, c'est que, justement, si par exemple j'ai 8 enfants, d'accord? Et que j'ai un revenu de 100 000 francs CFA, et que je dois penser à la scolarité des 8 enfants, à leur santé, à leur alimentation et tout ce qui suit, si je mets à côté, ok, si j'avais eu par exemple 3 enfants, ces revenus-là seront divisés par 3 plutôt que par 8. Tout à fait. Donc forcément, cela va contribuer à la prospérité de ces enfants qui seront plus épanouis. Ça, on le comprend très bien. Mais c'est le mécanisme qui est mis en place qui est un peu critique. Parce que quand nous prenons c'est-à-dire il faut adapter chaque programme aux réalités du pays. Moi, je pense. Il y a eu des programmes, par exemple, qui sont arrivés, toujours sur le lac, parce que ce lac a vraiment retenu mon attention. C'était vraiment assez touchant. Sochankwe, je veux dire, ce village lacustre. Il y a eu un programme qui a été importé sur le lac et qui visait à, puisqu'il y a beaucoup de cas de paludisme, par exemple, qui visait à travailler à sortir un vaccin. Donc, pour faire le vaccin, il fallait faire l'étude avec une ponction du placenta et du cordon ombilical. Donc, on travaillait beaucoup plus sur les femmes enceintes. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce lac-là, dans ce village lacustre? Les étrangers, les partenaires au développement, effectivement, sont arrivés et ils ont commencé le travail. Qu'est-ce qui se fait? Sur le lac, le cordon ombilical, le placenta sont fétiches. On n'y touche pas. Puisque quand la femme finit d'accoucher, on ramène ça en famille et il y a des cérémonies. Le programme, les partenaires travaillaient, le programme qui devait faire 3 ans. Pendant 2 ans, les partenaires travaillaient avec les femmes enceintes. Les sensibiliser pour pouvoir faire la ponction lors de l'accouchement. La femme, dans ces milieux-là, elle n'a pas la parole. Elle n'a pas de décision. Même le mari n'a pas de décision. C'est la tante ou l'oncle qui vient récupérer le placenta au complet et le cordon ombilical. Mais ils ont perdu 2 années à travailler sur cette sensibilisation de la femme. Et c'est quand il restait une année qu'ils se sont rendus compte qu'en réalité, on roule à perte parce qu'on perd de l'argent et on a perdu 2 ans et ça ne donne rien. Donc, à chaque fois, il faut adapter chaque programme aux réalités du milieu et vraiment faire une étude pour voir, ok, quelle est la cible réelle pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et c'est de cela qu'il s'agit encore en ce qui concerne le dividende démographique. Il faut recentrer le débat. Cyprien Kaboudé, vous pensez que les surchauffes culturelles en Afrique constituent aujourd'hui un frein au dividende démographique pour que véritablement l'Afrique puisse en profiter pour son développement? Vous savez, je vais vous dire, je pense que je continue vraiment de croire qu'une fois encore, nos dirigeants se fourvoient dans une terminologie qui ne leur apportera rien et n'apportera également rien à l'Afrique. La question du dividende démographique? Bien sûr. Vous savez, déjà, dans notre sociologie, vous savez très bien, quand vous regardez notre société, dès que ceux qui sont allés à l'école et qui ont eu la chance d'avoir de bons boulots et de bons revenus, c'est eux qui font moins d'enfants, en réalité. Si vous faites très attention, c'est eux qui font moins d'enfants. Donc, il n'y a pas à se focaliser de façon précise sur la question du dividende démographique. La question sur laquelle il faut se focaliser, c'est comment faire. Puisque, en réalité, l'Afrique n'est pas pauvre. Il faut se demander, est-ce que l'Afrique a les moyens
de s'occuper de ses fils d'aujourd'hui et de ses fils de demain et après-demain. Oui. Ah bon? Bien sûr. Vous y croyez? Fortement. Pendant que la plupart de ces jeunes-là meurent dans la Méditerranée Mais ou dans le désert justement, d'Agadez. vous savez, quand vous avez un père, quand votre famille est riche et que vous avez le père qui fait une mauvaise gestion de cette richesse, ben, vous aurez que de noms enfants de riches, mais vous n'allez jamais sentir cette richesse-là. C'est le cas de la jeunesse africaine. Donc vous pensez que la rétribution de la richesse est mal faite? L'autre chose, c'est que quand vous prenez le président Alpha Condé, qui est le président en exercice de l'UA et qui a tenu ses propos, allez à Conakry. Quand vous circulez à Conakry, vous percevez des attroupements de jeunes, vraiment de jeunes gens en forme, bien valides, autour des tasses de thé. À taille comme les thés morts, le thé mort. Ils sont autour de ça à longueur de journée à ne rien faire. Mais c'est la faute à Condé? C'est la faute à Condé. Si le cadre, écoutez, si l'environnement n'est pas aseptisé, si l'environnement n'est pas créé, il n'y a pas possibilité. Je dis bien, il n'y a pas possibilité que le jeune puisse prendre des initiatives. Mais la jeunesse africaine est-elle innovante? Bien sûr, elle est innovante. Ah oui? Bien sûr, elle est innovante. Je dis, moi, je fais plusieurs pays, je rencontre cette jeunesse active de l'Afrique, elle est innovante, elle est à respecter, elle est à encourager. Je dis bien, elle est à encourager. Et malgré les difficultés qu'elle rencontre, malgré les difficultés qu'elle gère aujourd'hui, elle arrive à faire ce qu'elle fait là. Il faut la remercier. Autant de nos dirigeants, écoutez, dès que tu as déjà le BEPC, l'État te prend en charge. Dès que tu finis ton bac, l'État te prend en charge. Dès que on les accompagne même à faire les études supérieures gratuitement. Les bourses, écoutez, ils avaient le choix. Vous savez combien coûte aujourd'hui un master en Afrique francophone? Vous savez combien ça coûte? Et vous savez ce que ça demande comme ressources, comme sacrifice des parents? Vous avez des gens qui travaillent, qui gagnent à peine 65 000 francs, mais qui se battent pour finir, pour faire leur master. Mais vous allez dire que ces gens ne sont pas engagés? Maintenant, pour revenir à votre question, Condé même sait, quand vous prenez, c'est lui qui a parlé, quand vous prenez le cas de la Guinée, il sait très bien, il connaît la sociologie africaine. L'Africain, pour lui, l'enfant, c'est une richesse. L'enfant, avoir un enfant, c'est une richesse, c'est pas une source de pauvreté, c'est pas un indice de pauvreté chez nous. Et donc, au lieu de chercher, je dis bien, au lieu de chercher à aller demander aux gens, faites moins d'enfants pour mieux vivre, autant créer le cadre pour que le peu d'enfants qu'ils ont, ils puissent vraiment s'en occuper correctement avec des moyens décents. Et que les conditions ne soient plus créées pour permettre la manipulation politique de notre jeunesse. Donc je pense que, pour une fois encore, c'est vrai, l'un des points forts de la rencontre de l'UA, c'était la jeunesse africaine. Mais comme ça se passe, c'était une messe, ils sont venus applaudir, mais ils ne sont pas allés en profondeur. Non, mais c'est un débat qui va revenir bientôt. Et Claire Stéphane Sacrabeto, au cours de la rencontre Union africaine, Union européenne à Abidjan, c'est bien prévu. Et vous estimez à un moment donné qu'il faut véritablement mettre au cœur de cette rencontre, par exemple, les réels problèmes auxquels la jeunesse africaine fait face. Mais comment pensez-vous qu'on peut soutenir la démographie, le dividende démographique sur le continent? En passant, puisque vous parlez déjà de planning familial, la société qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ce qu'on peut faire d'autre, moi j'aime bien la première partie de la définition du dividende démographique, qu'on dit c'est l'accélération de la croissance. Oui. Je voudrais m'en arrêter là. Ce serait bien de nous soucier de l'accélération de cette croissance en mettant à profit les inestimables ressources naturelles dont l'Afrique est dotée. D'accord? Parce qu'en réalité, l'Afrique a le nécessaire pour s'auto-suffire. Oui, nous avons l'espace qu'il faut, nous avons les cours d'eau,
nous avons le soleil, c'est-à-dire que ce soit dans le domaine des énergies renouvelables, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, nous avons tout ce qu'il nous faut. Le climat est favorable. Oui, de plus en plus on parle du changement climatique, mais cela n'en ferait pas encore à la bonne marche de tous ces domaines-là sur le plan africain. Toutes ces explications que vous donnez m'amènent donc à vous reposer la même question, puisque dans les années d'indépendance, dans les années 60, la Chine et la plupart de ces pays africains que nous citons aujourd'hui sont partis sur le même pied d'égalité. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui la Chine est la deuxième puissance mondiale et que l'Afrique est toujours la traîne? L'Afrique, ce qui a fait, ce qui explique ça, c'est qu'ils ont su utiliser la main-d'œuvre qu'ils avaient. Et la main-d'œuvre, c'est leur popularité. Et ils ont su, et c'est justement pour ça que depuis le début de ce débat, on revient chaque fois sur les politiques nationales. C'est important. Si par exemple on prend les jeunes qui sortent, qui finissent leur formation, on a des bourses, vous imaginez, dans la plupart de nos pays africains, nous avons des bourses qui reconnaissez quand même la faiblesse de la jeunesse africaine. Reconnaissez la faiblesse de la jeunesse africaine. Vous savez que la plupart de ces dirigeants aujourd'hui, dans les années 90, il y a plus de coups d'État en Afrique. C'est nous qui les portons au pouvoir. Il faut quand même situer regardez, la jeunesse est utilisée et instrumentalisée parce qu'elle a le temps pour ça. Parce qu'elle est oisive, je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'elle n'a rien à faire. Même après une formation, la jeunesse est oisive. Et vous voyez, il y a des politiques, nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, à tous les coins de rue, des jeunes qui veulent quand même se démerder, qui créent des petits commerces, qui font... Mais, bon, les politiques de déguerpissement, vous en savez un peu plus. Mais je voudrais revenir aussi sur quelque chose. Vous imaginez que dans ces pays africains, dans lesquels la jeunesse souffre, que des bourses arrivent et soient renvoyées aux donateurs. Là, on ne comprend pas. Des bourses d'études, des bourses qui restent dans les tiroirs. Il y a quand même une certaine adéquation, formation, emploi. Lorsque vous estimez que dans votre pays, cet emploi n'existera pas, il vaut mieux ne pas envoyer cette jeunesse-là. Non, c'est pas possible. Aller se faire une formation est toujours utile. On ne peut pas parler en ces termes, je suis désolée. Et quand le jeune arrive, par exemple, pour demander un emploi, pour déposer un dossier, et qu'il vient de finir sa formation, et qu'on lui demande 5 ans, 10 ans d'expérience professionnelle, comment est-ce que vous expliquez ça? Il faut bien que le jeune ait commencé son expérience quelque part. Ce sont des barrières à l'épanouissement de la jeunesse, ce sont des barrières à l'évolution. Et quand nous prenons également nos chefs d'État qui vieillissent au pouvoir et qui veulent mourir au pouvoir, alors qu'il y a une jeunesse montante qui a aussi les capacités. Donc, je ne veux pas dire que la vieille classe n'a pas laissé dormir, c'est pas ce que je veux dire. Alors, c'est ça, c'est vraiment dommage. Et nous avons aussi une jeunesse, quand vous parlez de cette jeunesse qui a des faiblesses, je voudrais soulever un point, la technologie. La technologie, ça c'est un pan du problème également. Aujourd'hui, vous voyez, dans la plupart de nos pays africains, vous arrivez, nous avons une jeunesse tête en bas. C'est tout le monde est à sa tablette, tout le monde. Et demandez-vous si c'est vraiment important ce qui occupe autant la jeunesse. Avec ses tablettes, avec ses androïdes, c'est WhatsApp, c'est un coucou, comment tu vas, c'est qu'est-ce que tu as mangé. C'est une jeunesse qui a besoin d'être occupée. Même les Occidentaux, les pays développés, où sont fabriqués ces tablettes, ces androïdes, ces appareils ne sont pas autant utilisés. Et voilà des appareils qui ont tellement de conséquences négatives sur la santé et sur la créativité de la jeunesse également, il faut le soulever. Une douce farniente qui occupe donc la jeunesse africaine, Cyprien Cobleu, vous brûlez depuis là d'impatience. Vous pensez que véritablement, au lieu que la jeunesse s'auto-emploie, c'est bien sûr la politique qui l'empêche? Oui, bien sûr, puisque quand on parle d'auto-emploi, il faut un ensemble d'éléments. Vous ne pouvez pas monter un business en mettant de côté les lois qui régissent le montage d'un business dans votre pays, par exemple. Mais la plupart aujourd'hui des pays africains accompagnent la jeunesse dans ce cadre-là. Avec les chambres de commerce et d'industrie, on a allégé le processus de création des entreprises quand même, Lucien Cobleu. On reconnaissait cela. Mais vous savez, il ne suffit pas de faire les formalités de création d'une entreprise pour être déjà un acteur de créateur de richesse. C'est trop facile. Une chose est de créer une entreprise et une autre chose est de faire vivre l'entreprise. Moi, je parle
de faire vivre une entreprise. Moi-même, je suis un entrepreneur. Mais Et je vous que dis le problème de la jeunesse que aujourd'hui. l'État injecte de l'argent dans la jeunesse comme ça? Ben, écoutez, au fait, aujourd'hui, telles les choses sont montées, telles les choses sont faites, c'est des moyens détournés de corruption en Afrique. Nous savons un peu comment ça se passe. Mais quand vous prenez les Ces pays jeunes-là anglophones et les pays francophones, est-ce que vous ne notez pas la différence? Même Mais dans les justement, constitutions, par exemple, des pays anglophones. Justement, vous allez remarquer que depuis, je vous donne que des exemples des pays francophones. Parce que je les connais mieux. À la lecture. Je les connais mieux, je connais certains pays et anglophones également, je fais la comparaison. Mais il y a aussi une question de culture. Quand vous prenez le jeune Ghanéen, le jeune Nigérien, le jeune Kenyan, sa façon de faire est différente de la façon de faire d'un jeune Béninois ou un jeune Ivoirien. Mais ce que je vous dis, il faut qu'on soit clair, la question du dividende démographique, moi, je ne dis pas qu'elle est à supprimer totalement. Ce n'est pas la question la plus importante. Et vous, tout à l'heure, vous avez demandé à Madame Claire Stéphane, comment se fait-il que la Chine, qui était au même pied d'égalité que l'Afrique ou que certains pays africains, aujourd'hui, en soient arrivés à être à ce niveau et que les pays africains ne bougent pas? Mais il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Même sur les options politiques, vous n'allez pas me dire que la Chine est un pays démocratique. Il y a des éléments sur lesquels il fallait activer pour être là où la Chine est aujourd'hui. La Chine a fait des sacrifices. Les Chinois ont travaillé. Ils ont la culture du travail. Quand vous prenez le Japon, qui était pratiquement au même pied d'égalité que la Côte d'Ivoire dans les années, je pense, 60, mais les Japonais ont la culture du travail. Mais en Afrique, comment est-ce que ça se passe? Vous attendez le dirigeant? Non, on a pas... Mais justement, les dirigeants dans ces pays n'ont pas eu les mêmes comportements que les dirigeants dans les pays africains. La différence réside où? Dans les options et dans le patriotisme. Parce que le vrai patriote... Si aujourd'hui vous avez le pouvoir, vous ferez quoi? Mais écoutez, vous savez... Pour la jeunesse? Bien sûr, c'est ce que je vais vous dire. Quand vous n'avez jamais souffert, ou quand vous n'avez presque jamais souffert, et que vous accédez à certains postes, ou que vous n'avez pas vécu certaines situations, vous ne pouvez pas savoir quelles sont les réponses idoines et rapides qu'il faut apporter. Aujourd'hui, la jeunesse de mon pays, les problèmes qu'elle a sont des problèmes de formation. Si aujourd'hui, je peux impacter, je peux influencer une décision, par exemple, aux côtés du... Si j'ai un conseil ou une suggestion à faire au régime en place, c'est que courageusement, ils puissent toucher les aspects qui concernent d'abord la formation. Et moi, je pense que en dehors des modules de formation et autres, il y a aujourd'hui ce que je peux appeler le formatage mental du Béninois, du jeune Béninois, pour qu'il sache concrètement là où se trouvent ses intérêts. Parce que malheureusement, aujourd'hui, avec ce qui se passe dans notre société, avec ce que les aînés nous ont montré, on pense que la seule voie pour devenir riche, la seule voie pour mettre sa famille et soi-même à l'abri du besoin, c'est la politique. Et quand on pense ainsi, on pense corruption, et la sortie, ce n'est pas demain. Alors la sortie, ce n'est pas demain, Claire Stéphane Sacramento, puisque vous connaissez un peu le Bénin aussi. Quand vous apprenez par exemple que c'est l'Agence française de développement qui va doter ce pays de véhicules pour que les inspecteurs puissent effectuer les tournées d'inspection, vous pensez qu'ils sont là pour inspecter le système politique éducatif mis en place par l'État béninois ou par le français? C'est vraiment une grande préoccupation que vous sortez là. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive à prendre des initiatives. Il faut que les pays eux-mêmes arrivent à prendre des initiatives pour leur avenir. C'est-à-dire, si vous remettez votre destin entre les mains des partenaires ou d'autres pays, finalement, vous ne ferez que la volonté des donateurs ou de ceux-là qui vous appuient. Mais si c'est une politique pensée par vous, pour vous, la faisabilité et les résultats sont toujours différents.
sont toujours plus adaptés aux vrais problèmes à l'interne, donc au niveau local. Et donc les résultats seront pratiques. Bon, ils vont finir cette tournée, on ne verra rien. On ne verra rien au terme de cette tournée. Deuxième aspect donc du dividende démographique, il ne faut pas se leurrer. Dès que les conditions seront créées, eh bien l'Afrique aura beaucoup de riches et chaque pays aura ses riches. Est-ce que vous ne craignez pas un conflit entre ces riches plus tard et qui créera finalement d'autres problèmes au continent? Moi, personnellement, je ne trouve pas. Parce que, vous savez, nous sommes dans un monde dynamique. La concurrence entre les riches, nous sommes dans un monde dynamique. Et je peux vous dire que autant il peut y avoir de mésententes et des problèmes entre les pauvres, autant il peut y avoir des mésententes et des problèmes entre les riches. Donc le problème n'est pas est-ce que s'ils deviennent riches, si on a assez de riches, si on n'aura pas assez de problèmes. Moi je pense plutôt que plus on aura de riches et moins il y aura de manipulation. Moins il y aura de manipulation parce que celui qui a faim est plus manipulable que celui qui au moins arrive à régler ses besoins fondamentaux et vitaux. Et donc, moi je ne pense pas nécessairement qu'il y aura de grands problèmes, je ne pense pas. Et nous sommes dans un monde dynamique. Au contraire, mais quand vous prenez les pays comme les pays qu'on peut dire qui sont plus développés que nous, que ce soit en Afrique ou en Europe, on n'a pas la guerre des riches. Non, on n'a pas la guerre des riches, on a la guerre des intérêts. Ces pays développés en Afrique dont vous parlez, ce sont la plupart du temps des pays anglophones qui ont justement, nous parlons de l'Afrique en général, mais si nous voulons parler de l'Afrique francophone, mais prenons notre grande mère sur laquelle nous prenons exemple, la France. La France, elle est là, il y a des riches, mais il n'y a pas la guerre des riches, mais il y a plutôt la guerre des intérêts. La guerre des intérêts, c'est partout. Je ne pense pas que fondamentalement... La dynamique du groupe oblige donc la mobilité sociale. Claire Stéphane Sacramento, vous y voyez un inconvénient lorsque tout le monde sera riche en Afrique? Mais je pense qu'on a besoin d'un développement collectif. Et ça, c'est le souci des dirigeants. Il faut empêcher la compétition. Malheureusement, on ne voit pas ce souci se dessiner avec nos dirigeants. C'est ça le problème. Excusez-moi, mais il faut être aussi réaliste. Nous ne pourrons pas avoir une richesse, c'est-à-dire nous ne pouvons pas avoir toutes les populations riches. Non, c'est pas possible. C'est pas ça. C'est pas possible. Je ne parle pas de ça. Mais quand la grande classe est riche. Parce que il faut, quand vous voyez la société et quand vous voyez comment le monde bouge, c'est les pauvres qui rendent riches les riches. Justement, quand je parle de développement commun, collectif, c'est-à-dire... Il faut un minimum. Quand je parle de richesse dans nos pays africains, avec les problèmes auxquels nous faisons face, la jeunesse fait face, je pense d'abord, c'est-à-dire une fois que les besoins fondamentaux sont satisfaits, pour moi c'est la richesse. Hein. Justement. Je ne parle pas de l'accumulation de richesse, je n'en suis pas là. C'est-à-dire, quand je dis développement collectif, je ne veux pas dire richesse équitable entre chaque individu du même pouvoir se soigner, c'est-à-dire pouvoir se soigner, avoir un abri, se vêtir, c'est-à-dire les besoins fondamentaux. Une fois que c'est réglé pour tous les citoyens, il y a la richesse, hein, c'est-à-dire tout le monde est apaisé. Il y a la prospérité. Chacun à son niveau, parce que chacun a son degré de prospérité, mais l'essentiel est fait. Ça, maintenant, il y a une autre étape, une autre échelle, où il y a accumulation de richesses, de biens, et là, nous voyons malheureusement ceux qui montent, qui sont au sommet, on commence à voir que ces personnes s'accaparent de plus en plus de la richesse. Ça devient une richesse d'un groupement. C'est-à-dire, vous voyez, une petite portion de la population qui monte et qui commence à garder cette richesse-là. Au détriment de la grande masse. C'est ça le problème. Mais déjà, si les besoins fondamentaux sont satisfaits,
Eh bien, tant mieux, quoi. Ça, c'est à votre niveau. Je vais vous lire cet extrait du discours du président Alpha Condé. Vous allez apprécier parce que d'ici peu, on va sortir donc de cette émission. Il dit ceci: les jeunes aussi doivent accepter de prendre leurs responsabilités en main. Vous ne devez pas vous faire manipuler par la religion et les politiques. Vous devez aussi lutter contre un certain nombre de travers comme l'alcool, la drogue. On doit investir dans une jeunesse, mais une jeunesse qui décide d'être saine, qui se prend en main. Il ne s'agit pas pour les chefs d'État de vous prendre comme des bébés, mais de vous accompagner en vous tenant les mains pour vous guider. Mais si vous voulez qu'on vous prenne dans les bras, vous ne serez jamais adulte. Non, vous savez, Alpha Condé, vous savez, c'est un ancien responsable étudiant. Vous savez également qu'il a été un très grand syndicaliste. Vous savez il suffit de voir son parcours et vous allez comprendre, vous allez mieux comprendre la qualité, en fait, la qualité de ses propos qui, très malheureusement, ne se constatent pas dans sa gouvernance et dans ses comportements aujourd'hui. Ils ne sont pas fiers. Vous savez, Alpha Condé, et je partage la même idéologie politique que lui, mais je ne suis pas fier de citer sa gouvernance en exemple. Mais est-ce que vous vous retrouvez dans ces propos? Je dis, ce qu'il a dit est tellement vrai. Parce qu'effectivement, il ne faut pas que la jeunesse africaine reste dans une posture de bébé. Parce que on ne va pas te donner le biberon. Il faut se battre. Et tout ce que nous demandons aux dirigeants, tout ce que nous leur demandons, puisqu'il faut qu'ils sachent que nous, on n'est pas prêts à se comporter comme des... Nous savons que nous n'avons pas intérêt à nous comporter comme des bébés. Nous voulons juste qu'ils nous créent les cadres, qu'ils nous créent les conditions. Nous ne leur demandons même pas de l'argent, frère. Nous ne leur demandons pas de nous amener le biberon. Nous sommes prêts à aller chercher là où ça se passe, mais que tout au moins, qu'il y ait non seulement la disponibilité, mais que les conditions soient créées de telle sorte qu'on peut aller chercher et on peut aller et revenir. Parce que dans un pays où il n'y a pas l'énergie, comment voulez-vous qu'un jeune qui est dans l'agriculture, qui est par exemple, qui fait du fruit, puisse s'investir dans l'agro-business en faisant du jus de fruits, mais ce n'est pas possible. Dans un pays où il n'y a pas l'énergie, comment voulez-vous que le jeune puisse monter sa petite entreprise de yaourt? Ce n'est pas possible, parce que ça va se gâter. Ce n'est pas avec de la glace qu'il va contenir ça et continuer. Dans un pays où il n'y a pas l'éthique, où l'Internet est encore un luxe, mais comment voulez-vous que ce jeune-là puisse compétir, puisse apporter? Mais si Cyprien on est pratiquement à la fin de cette émission. Moi, je me retrouve totalement dans les propos du président Alpha Condé. En dehors des vices, drogue et en même temps l'alcool, il y a la jeunesse Android que vous avez soulevée. Qu'est-ce que vous avez à conseiller à cette jeunesse-là? Claire Stéphane, acclamez-toi en 1 minute et puis on sort de cette émission. Oui, ce ne sont pas des conseils parce que je ne suis pas... Je veux juste dire... qu'il faut redéfinir l'utilité et l'utilisation de ces moyens technologiques aujourd'hui. Ce n'est pas parce que la Chine ou d'autres pays déversent, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est le dépotoir. À la limite. À la limite. Déversent tout ce qui est fabriqué et qui forcément ne répondent pas aux normes internationales qui sécurisent pour la santé, qui sont déversés sur le continent pour se verser là-dedans. C'est tropicalisé quand même. Non, je vous assure que la majorité, et puisqu'en Afrique on a des problèmes, et qu'il y a des problèmes de finances, vous imaginez, vous avez un téléphone Android à 10 000 francs CFA. Pour corroborer ce sont des outils qui sont très nuisibles à la santé. Et la jeunesse africaine n'en a pas conscience. Vous n'imaginez pas combien ces produits de mauvaise qualité qui arrivent et qui émettent des ondes pas possibles détruisent nos cellules, détruisent nos cellules et empêchent notre créativité. En 30 secondes, j'ai lu un article scientifique qui dit que, un article d'investigation plutôt, qui dit que les enfants des promoteurs, que ce soit personnel de Apple ou Steve Jobs ou Samsung, leurs propres enfants ne touchent pas les tablettes. Voilà donc une réalité, mais
malheureusement, qui a pillon sur rue en Afrique, puisque l'Afrique, Claire Stéphane Sacramento, est acceptée à la limite comme un dépotoir. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour cette émission consacrée aux dividendes démographiques sur le continent africain. C'est un débat qui est ouvert. Nous reviendrons plus amplement sur d'autres plans de ce sujet. C'était donc avec Claire Stéphane Sacramento, journaliste à Ska TV, qui s'intéresse beaucoup plus aux questions de la jeunesse, de la femme et donc de la santé, avec Cyprien Koboudé, consultant en communication, promoteur du magazine Afrique Union. C'était donc votre émission qui s'achève ainsi à chacun et à tous. Merci de nous avoir suivis. Angle de vue, retrouvez-nous très bientôt.